Salut les amis. Allez, on se remet au boulot. Aujourd'hui, c'est atelier enregistrement analogique. Regardez ce que j'ai là sous la main. J'ai une belle petite chose. Une belle petite chose. Un Atari, pas un Atari. Un Atari 5050 Mini Pro. Il doit dater, je sais pas quand, à mon avis, il doit dater 75, fin 70, 78, 77. Dedans, il y a des condensateurs, qui datent de 1976. Donc, je n'ai pas regardé la date, je ne sais pas s'il y a une date derrière, je vous dirai ça tout à l'heure. Il marche plutôt pas mal. Il y avait un problème de courroie, en fait, il n'y avait plus de courroie dedans. Alors, allez savoir pourquoi. Il n'y avait plus de courroie, donc il risquait pas de fonctionner. Et autre problème, l'avance rapide et retour rapide est extrêmement lent, il faut l'aider à la main, sinon il n'y arrive pas. Je n'ai pas encore testé l'enregistrement, je testerai après parce que je n'avais pas envie de rembobiner toute la bande là. J'ai mis une Ampex, j'ai une Grandmaster là, c'est bizarre parce que c'est marqué Grandmaster Ampex 456. Ah oui, c'est des, oui, c'est la, c'est une bande que m'a donné le propriétaire de l'Atari là. Ça me revient. Parce que non, maintenant les bandes qu'on trouve c'est des Records de Master, voilà. Pour ça je confondais. Donc en fait j'ai un problème de rembobinage et d'avance rapide. L'avance rapide marche un peu mieux que le retour arrière. Retour arrière, faut l'aider à la main, il ne veut pas. Alors ce système est assez simple, je vous montrerai après sur le schéma, je vais d'abord m'occuper un peu de le dépanner. Le système est assez simple, ce sont des moteurs asynchrones qui tournent directement sur l'enroulement primaire du transformateur. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'électronique, même d'ailleurs le moteur de cabestan, donc qui régule la vitesse, il n'y a aucune régulation électronique, rien du tout, il y a juste on va dire entre guillemets une logique, même pas programmée d'ailleurs, c'est une logique en dur, à relais, qui commute les moteurs dans un sens, dans un autre, etc. pour que ça fonctionne correctement. Mais il n'y a aucune électronique qui pilote les moteurs Rewind, avance rapide et puis play. Donc on n'a pas beaucoup de possibilités de panne, si ce n'est qu'il y a deux condensateurs de déphasage. Les moteurs, les moteurs de rembobinage ont des enroulements. Et pour que ça marche, on déphase un des enroulements pour que le déphasage fasse que le moteur tourne. Alors ça, je vous renvoie au fonctionnement des moteurs électriques, hein, je ne vais pas vous expliquer tout le truc. Et je soupçonne ces condensateurs d'être défectueux. Alors, ils ne sont pas faciles à tester parce que ce sont des condensateurs qu'il faut tester à tension nominale, c'est-à-dire 150 volts à peu près. Là, on a à peu près 150 volts là-dessus. Je ne peux pas les tester parce que les testeurs de condensateurs, même j'en ai un très bien là, mais on n'a plus besoin maintenant c'est un moderne, hein, donc. Et on n'a plus besoin de tester les condensateurs à de telles tensions, quoi. Bon, la preuve, si, mais bon, il faudrait que je trouve un testeur de condensateurs qui date des années 70, voire 60. Bon, le problème, c'est que les gens, ils savent très bien qu'il n'y en a plus de fabriqués, et ça coûte une fortune, et j'ai pas envie de perdre de l'argent là-dedans, surtout que les condensateurs, on peut les tester d'autres manières. Alors, je vais vous montrer un peu... Donc j'ai racheté deux condensateurs, un pour chaque moteur, 9, c'est des 5,5 microfarad. Et ce sont ce qu'on appelle des condensateurs permanents pour les moteurs. Parce qu'il y a des condensateurs de démarrage qui ne sont pas permanents. C'est pareil, je vous renvoie à la théorie des moteurs
des machines tournantes, comme on disait à mon époque. Quand on avait des cours sur les moteurs, c'était un cours sur les machines tournantes. Un cours que je séchais fréquemment parce que ça m'intéressait pas. Alors les moteurs, ça me faisait suer, mais à un point où vous ne pouvez pas imaginer. Et finalement, j'avais tort parce que ça a toujours été ma faiblesse tout au long de ma vie d'électronicien. J'ai toujours été très faible sur les moteurs. Alors évidemment, je m'y suis mis un petit peu de temps en temps quand j'avais besoin. Je me disais, zut, il faut que je regarde comment ça marche, etc. Mais, enfin, je sais comment ça marche en gros, mais quand on va faire des mesures dessus, etc., c'est bien de rentrer un peu dans le détail. Je suis jamais rentré quasiment pas dans le détail, ça me gonfle. Je trouvais ça jeune, je trouvais que c'était une électronique très basique et inintéressante. Enfin, il y avait que le son qui m'intéressait, quoi. Les moteurs. Et pourtant, les moteurs, hein, dans les magnétos, il y en a. Hein. Je me suis dit, c'est pas extrêmement compliqué, mais il faut quand même avoir quelques petites connaissances de base, tout au moins pour faire des mesures. Hein. Ça n'a jamais été mon fort, les moteurs. Ceci dit, bon là j'ai racheté donc des condensateurs. Alors ça c'est l'ancien condensateur. Je vais vous montrer la mesure que je fais sur ces condensateurs. Alors on ne peut pas voir grand chose parce que je vais mesurer l'ancien. Puis je vais vous expliquer pourquoi les testeurs de condensateurs modernes sont un peu pénibles. Alors là je fais une mesure à 100 Hz. Mais malheureusement, level 2 volts, c'est-à-dire que je ne peux pas aller au-delà de 2 volts. Alors je le mesure, il fait, ça doit être un 5,5 microfarad, il fait 6,1 et sa résistance interne est de 2 ohms. Ce qui n'est pas énorme, mais je soupçonne que ça monte au fur et à mesure que la tension à ces bornes monte. Je ne peux pas le vérifier malheureusement là avec les 2 volts maximum. Alors voilà le condensateur neuf. Pour 5,5 il fait 5,480 et il fait 0,1 ohm. Donc je pense que je ne perds pas mon temps à les changer. Alors j'ai un petit problème qui n'est pas énorme. C'est-à-dire que l'ancien condensateur que je vous montre ici, voilà, c'est un condensateur comme ça, 1976, Towa, et il était monté sur une plaque comme ça. Condensateur que j'ai, moderne, là, ils ont un petit bitonio là ici pour les fixer. Ils sont trop larges pour les mettre là-dedans. Et donc je ne pourrais pas refermer et le bloquer. Je pourrais changer ça, je ne sais pas si j'en ai. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est de percer ici pour simplement le fixer comme ça et puis enlever le support ici. Je serai bon en hauteur parce que je vais arriver juste pile poil ici. Et comme les COS vont pas être compatibles non plus, je vais pouvoir mettre des fils sur les COS et me raccorder à la plaque qui est prévue, la plaque électrique qui est prévue. Donc je vais faire ça, je vais percer donc ça au bon diamètre, je vais en fixer un, raccorder. Alors il n'y a pas de il n'y a pas de polarité hein, là-dessus, ce ne sont pas des condensateurs polarisés. Donc voilà, je fais ça et puis je vous reprends après, on testera, puis je vous montrerai un peu comment il fonctionne. Alors moi j'utilise un forêt à centrer pour faire l'avant-trou. Pour percer bien droit et pas faire de trous bizarres. Donc là, vous voyez, j'ai fait un avant-trou qui
va bien guider mon forêt et je vais faire un trou qui sera parfaitement rond. Voilà, et j'ai un trou presque bien. Allez, on va dire presque bien. Vous voyez, j'aurais mis un bout de jean, un bout de tissu. Bon, il est pas mal, hein. Mais, vous voyez, il est pas mal, mais il n'est pas parfaitement rond. Ça fera l'affaire, hein. Mais ouais, j'aurais mis un petit bout de tissu et c'était parfait. Bon, bah, tiens, on va faire les tests pour l'autre. Alors, regardez. On met un petit bout de chiffon. Ça tourne, là? Ouais. On met un petit bout de chiffon. Hop. Le trou est pas mal, mais peut mieux faire. Oh, il est pas mal, il est pas mal. Mais d'habitude, j'ai de meilleurs résultats avec le chiffon. Je vais vous montrer. C'est pas une bête de course hein, pour faire le point. Voilà. Voilà, c'est un trou honnête. Hein. Mais j'ai vu mieux. J'ai vu mieux, mais ça va. Ça passe le contrôle qualité. J'ai changé les condensateurs. Je vais vous montrer, percé, hein, comme vous avez vu. Ça allait super bien. Le circuit qui va dessus allait parfaitement bien dessus. On aurait dit que c'était fait exprès. À part le trou là de fixation, sinon on aurait dit que c'était fait exprès. J'ai nettoyé le chemin de bande qui était particulièrement sale. Et puis j'ai fait quelques petits tests avec les vieilles bandes du propriétaire. Et regardez ce que ça donne. Regardez tous les bouts. Là, ici. Alors, j'avais tout nettoyé. Hein. Le chemin de bande était super clean. Bien, vous pouvez regarder, c'est de nouveau tout noir. Je vais vous mettre un petit peu de lumière. Ici, partout, là. Attendez, je vais bien faire la mise au point. Voilà. Même le galet, là, ici, il est complètement sale. On voit les traces, là, les marques noires, là, ici, comme ça. En l'espace de 5 minutes d'utilisation, j'ai tout dégueulassé de nouveau. Donc, je vais être obligé de renettoyer. Alors, ça va me permettre de vous parler d'un mythe sur l'enregistrement magnétique analogique et aussi de vous donner quelques petits conseils quand vous relisez des vieilles bandes. Ce qui est notre cas là. Hein. Moi, je m'y attendais pas, hein, mais les bandes déposent. En fait, ce qu'on appelle, c'est que les bandes déposent énormément. Je vous remontre ce que j'avais fait avec la GoPro, parce que la GoPro, elle n'est pas géniale au niveau de l'image. C'est qu'ici, là, on voit que les têtes ont été usées, parce que là, on voit les marques d'usure. C'est-à-dire qu'on voit la marque de la bande et l'usure sur la bande, là. Donc, j'utilise plus ces bandes-là pour tester l'appareil, parce que je vais être obligé de nettoyer quasiment à chaque fois. Alors, petit conseil, il n'est même pas petit d'ailleurs le conseil. On lit partout que les bandes ça se démagnétise, etc. Alors déjà c'est archi faux. Les bandes ne se démagnétisent pas, jamais, jamais. C'est infini la magnétisation d'une bande. J'en veux pour preuve les études qui sont faites sur les
les changements de pôle magnétique, le nord magnétique qui change, qui s'inverse, etc., au cours des millénaires, voire des dizaines, centaines de milliers d'années, je ne sais plus exactement, ils font des carottages dans des roches ferreuses et ils regardent l'orientation magnétique des particules de fer. Et ils savent exactement où était le pôle magnétique il y a 10 000 ans, 20 000 ans, etc. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que une fois qu'une particule ferreuse est magnétisée, elle ne se démagnétise plus jamais, sauf certaines conditions, chaleur, etc. Mais dans de bonnes conditions, elle ne se démagnétise pas. C'est pour ça que les boîtes de disques stockaient toujours les bandes des masters air conditionné, température constante. Première chose. Alors, c'est pour la démagnétisation, mais c'est aussi pour garder le support correct. Parce que le gros problème des bandes, en fait, elles deviennent sourdes au bout d'un moment. Le gros problème des bandes, c'est le substrat magnétique qui a été, la couche d'oxyde, qui a été posée sur ce qu'on appelle la colonne vertébrale de la bande, qui est une matière plastique. Je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus, parce que j'ai plein d'informations. Cette couche qui a été déposée, qui a été collée, donc, se décolle. Premier toucher, les aigus. Hein. Imaginez, je vais vous prendre un exemple. Imaginez une gravure avec des motifs très fins, et des motifs très larges. Si la gravure s'use en surface, ce sont les motifs très fins qui vont disparaître en premier. Sur la bande, c'est exactement pareil. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut magnétiser, quand on veut relire une vieille bande et la sauver? Il n'y a pas 36 000 manières à faire, on la relit une fois et on fait la numérisation directement à la première fois. Parce que vous allez voir que les vieilles bandes déposent énormément, et ce qui dépose, c'est la couche d'oxyde. Et donc, ce qui dépose, c'est votre musique, quelque part, qui part en poussière. Là, vous voyez, là, j'ai relu les bandes 2-3 fois pour faire des tests, etc. Vous savez, tout de suite, le chemin de bande. Et quand vous numérisez des vieilles bandes, comme ça, qui déposent beaucoup, alors il y en a qui ne déposent pas, bizarrement. Je tombais sur des bandes qui avaient 40 ans, pas rien du tout, nickel. Et puis, il y a des bandes qui déposent à mort. Alors, ça dépend des cols qui ont été utilisés, des oxydes qui ont été utilisés, enfin, de la technologie qui a été utilisée. Donc, voilà. Donc, quand vous numérisez vos bandes, vous la lisez une fois. La première fois doit être la bonne. La deuxième, rarement la troisième, parce qu'on va perdre des aigus à chaque fois, et puis à la fin, ça va être vraiment très dégueulasse. Vous numérisez à la première lecture, et vous nettoyez entre les bandes que vous numérisez, vous renettoyez tout le chemin de bande, parce que ça dépose à mort. La preuve. Et que là, j'ai nettoyé le chemin de bande il y a 10 minutes, hein. J'ai fait simplement 2 allers-retours pour tester les moteurs de Rewind et d'avance rapide. Ça suffit pour tout pourrir et je suis obligé de tout nettoyer. Donc le conseil, hein, c'est quand vous relisez des vieilles bandes et que vous les numérisez tout de suite, puis après, bon, bah, vous êtes tranquille. Quoi, parce que sinon, si vous les relisez 15 fois, ah, c'était sympa, ça et tout, tiens, je me le refais, etc., vous allez perdre de la qualité à chaque fois. Votre musique, elle va rester sur les têtes. Donc là, je renettoie. Et une fois que j'aurai nettoyé, bah, je vous reprends et je vous montre le changement de condensateur. Déjà, comment je les ai remis. Et aussi ce que ça a apporté. Alors, je vais vous montrer le changement des condensateurs. Donc, ce sont les condensateurs blancs, là, ici. Il y en a un là,
Et il y en a un là. Voilà, ici, là. Ça améliore quasiment parfaitement le rewind et l'avance rapide. Et j'ai eu de la chance, sur le dessus, les pattes allaient parfaitement bien sur les circuits. Là, ici. Ce qui fait que j'ai pas eu à bidouiller le circuit, etc. Les pattes sont rentrées parfaitement au bon endroit et tout, comme si c'était fait exprès. J'ai été obligé, par contre, comme ce sont des pattes en U, il y en avait une autre qui était au-dessus, là, ici, j'étais obligé de couper les autres, parce qu'évidemment, les autres gênaient. Mais ça pose aucun problème, puisque c'est les mêmes. Alors, je vais vous montrer ce que donne le changement de condensateur, de déphasage. Puis après, on va parler un petit peu théorie. Avant, si je démarrais l'avance rapide au début de bande, comme ça, sans l'aider, il n'arrivait pas à démarrer. Donc là, il faudrait peut-être que je l'allume. Voilà. Là, il démarre franchement. Hein. Là, il n'y a aucun problème. Alors, vous allez voir que l'avance rapide, là, me pose des petits problèmes en fin de bande. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais peut-être mettre d'ailleurs l'appareil sur pied, là, comme ça, je pourrais vous parler en même temps. Attendez, je reviens. Bien. Donc déjà, première chose, je détends la bande. Vous voyez que ce levier-là, il s'abaisse. L'axe de cabestan s'arrête. Là, il n'y a pas de bande. Alors, comment ça marche un magnéto? La régulation de la vitesse de la bande se fait par le galet presseur et l'axe de cabestan, ce qu'on appelle l'axe de cabestan. Ça, c'est la régulation de la vitesse de la bande. Très important, hein, puisque ça va déterminer le taux de pleurage. Donc, il faut avoir un galet presseur de bonne qualité. Il faut avoir un moteur bien régulé. Et ça, on va y revenir parce que ce moteur-là n'est pas régulé. Sur les 50-50 Mini Pro, les premiers, il n'y a pas de régulation. Il y a deux modèles en fait. Il y a un modèle avec régulation, un modèle sans régulation. Celui-là est sans régulation. Ensuite, quand on enclenche play, évidemment, on a tendu la bande. L'axe de cabestan se met en route. Là, il tourne. D'accord? J'ai les mains propres. Hein. J'insiste parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de gras ni quoi que ce soit, sinon la bande risque de glisser. Hein. Donc là, je viens de me laver les mains. Donc là, l'axe de cabestan, le moteur de cabestan a pris sa vitesse et on est bon pour démarrer la lecture. On démarre la lecture. Qu'est-ce qui se passe? Alors vous avez vu là, au démarrage, ça c'est pas normal. Et ça prouve ce que je vais vous expliquer après. Ce magnéto a encore un petit problème. Et wow. Là, regardez bien l'axe ici. Là. Il ne devrait pas faire ça. Tout devrait démarrer parfaitement. Qu'est-ce qui se passe? L'axe de cabestan, lui, régule la vitesse. Cette bobine-là tourne dans ce sens-là pour embobiner la bande, puisque si elle ne tourne pas, ben, la bande va se déverser. Et donc il faut que ce moteur tourne dans ce sens-là. Il ne faut pas qu'il tourne de trop, parce que s'il tourne trop, on va étirer la bande, on va tirer sur la bande, on va étirer la bande, parce que n'oubliez pas que la bande là, elle est coincée entre le galet presseur et l'axe de cabestan.
voyez, là, il s'est arrêté. Il ne tourne, il ne tend pas assez. Voilà, j'ai à peine mis ma main dessus, il s'est arrêté. C'est pas normal, ça. Donc là, évidemment, il ne veut plus redémarrer, puisque là, il voit qu'il n'y a plus de bande. Il faut que le truc soit comme ça. Il y a un switch hein, à l'intérieur. OK. Donc je redémarre, il me fait toujours ce truc-là. Il a une faiblesse, ce moteur. Il a une faiblesse. De l'autre côté, il faut pas que la bande soit libre, ici. Parce que si elle est libre, ça risque de faire n'importe quoi. Ça risque de se dérouler un peu n'importe comment. Donc ce moteur-là tourne en sens inverse. Mais il ne faut pas qu'il tourne trop fort en sens inverse, sinon il va empêcher l'axe de cabestan avec le galet presseur de tourner à la bonne vitesse. Je vous montre. Voilà, donc là on a démarré. Si, vous voyez, si je ralentis de ce côté-là, on aurait pu être à la bonne vitesse. Là, vous voyez, ça a du mal. Donc là je relâche et ça reprend la vitesse normale. Je vous remontre. Vous voyez là, hop, voilà. Donc en fait c'est un jeu d'équilibre. Les moments, le moment c'est la tension de la bande par rapport à l'angle. La formule c'est le moment, c'est en newton c'est pas par degré, c'est par gradient. Attendez, la formule c'est le rayon multiplié par la force, multiplié par l'angle. Voilà. Donc je crois que la formule c'est tau égale petit r, F, la force en newton, et θ, l'angle. Donc ça se calcule. Hein. Donc il faut, alors, quand les deux moments sont équivalents, leur somme est égale à 0. Donc les bandes ne pourraient plus tourner. Hein. Donc il faut qu'il y ait un déséquilibre pour que ça tourne dans les moments dans les forces qui agissent sur la bande. Et tout ça, c'est un équilibre extrêmement subtil. Il ne faut pas qu'on tire de trop de ce côté-là. Là, il faut qu'on régule parfaitement, donc il ne faut pas qu'on soit perturbé par les deux bobines qui tirent dans un sens et dans l'autre. Et dans ce sens-là, il ne faut pas qu'on tire dans l'autre sens trop fort non plus, sinon on va perturber tout l'ensemble. Donc c'est quelque chose d'assez touchy, si vous voulez, d'assez pointu. Hein. Donc qu'est-ce que j'avais constaté, moi? Le play tournait bien. J'ai pas mis la bonne... j'ai pas mis la bonne... la bonne courroie. J'ai pris ce que j'avais sous la main parce que j'ai commandé une courroie aux États-Unis, mais le temps que ça arrive. On trouve... D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui regarde et qui a une source de pièces détachées pour Otari en Europe, bah, qu'ils me le disent, parce que moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Peut-être mal cherché, hein. Je sais pas. Je suis sûr que vous allez trouver quelque chose. Mettez-vous à vos claviers et puis faites spare part Otari et puis peut-être que vous trouverez. Donc j'ai mis bon, pour l'instant j'avais une courroie qui allait à peu près, mais ça tourne plutôt bien, à la bonne vitesse. Par contre, pourquoi j'ai changé les... Alors il y a trois moteurs, hein. Il y a le moteur de cabestan, puis il y a ces deux moteurs-là. Le moteur de cabestan est plus gros que les moteurs Rewin et Avance Rapide. Aussi bien en Rewin qu'en Avance Rapide, si j'appuyais sur, par exemple, Avance Rapide, il ne démarrait pas. Là, il démarre. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Là, ça démarre. Alors, de temps en temps, le moteur de droit est un peu faiblard. Et avec certaines bandes, pas avec toutes, mais avec certaines bandes, il n'arrive pas
à rembobiner, à bobiner plutôt, jusqu'à la fin. Il s'arrête. Alors ça, c'est une histoire de moments. Les moments deviennent égaux et tout s'arrête. Là, ça a l'air d'aller plutôt bien, mais vous allez voir que ça va vachement ralentir sur la fin du bobinage. Alors, je vais vous couper, évidemment, hein. Mais ça va assez vite, là. Hein. Et là, ça marche plutôt pas mal. C'était sur les vieilles bandes hein, que ça... C'était sur les vieilles bandes, parce que là, ça marche très bien, là. Hein. Les vieilles bandes aussi, alors c'est une chose qu'il faut savoir, je ne vais pas aller jusqu'au bout, stop. C'est une chose qu'il faut savoir, les vieilles bandes collent. Mais de toute façon, il est un peu plus faible que celui-là. Le rewind ne démarrait pas non plus quand on était au bout de bande, et même n'importe où. Même, donc là, le rewind, donc on a récupéré une machine qui fonctionne très bien. Alors on va voir si le rewind va jusqu'au bout. Et là ça y va. Là. Alors il y a toute une logique qui permet par exemple de bobiner et de passer en play directement. Hop, ça freine, et clac, ça démarre. Et vous voyez ce que fait la bande là, ça c'est pas normal. Je peux faire un coup de rewind dans la foulée. Il démarre. Je peux passer en fast forward. Voilà. Les freins fonctionnent bien. Alors j'ai oublié de vous parler des freins aussi. Les freins doivent être parfaitement équilibrés à droite et à gauche. Vous imaginez bien. Que si le frein de droite freine avant le frein de gauche, la bobine elle va partir à se débobiner. Et là c'est le spaghetti de bande à tous les coups. Hein. Donc il faut que les deux freins fonctionnent parfaitement bien. Alors les deux freins c'est un système extrêmement simple, c'est une courroie en cuir qui est commandée par un électroaimant. Je peux vous la montrer d'ailleurs. Je peux vous les montrer. Voilà. Je vais mettre ça là. Voilà, les freins sont ici. Là. Et là. Je vais vous avancez ça. Voilà. Alors là, les freins sont bloqués, puisqu'on est en attente de bande. Je vais couper, vous voyez, quand je coupe le moteur de cabestan, le moteur de cabestan s'arrête, mais les freins sont toujours mis. Si je veux que les freins se désenclenchent, je vais l'arrêter. Et là, ils sont toujours enclenchés, hein. Mais si j'appuie sur l'électroaimant ici, hop, la bande se met à tourner, vous voyez. Alors là, je peux voir que mon moteur tourne très librement. Ça veut dire que le moteur n'est pas encrassé, ni qu'il n'a pas... Il tourne très bien. Si j'appuie ici, sur le frein, donc vous voyez la courroie là ici qui se referme. Ah ben non, vous voyez pas parce que attendez, hop, ben je vais vous le montrer sur celui-là. Vous voyez que là, regardez bien la courroie. Là, elle bouge là, vous voyez. Et hop, quand on le relâche, ça tourne plus, ça a du mal à tourner. Vous voyez, j'arrive pas à le faire tourner. J'appuie sur le frein et hop, ça tourne. Pof, et là ça devient dur à tourner. Donc il faut que les deux soient parfaitement équilibrés. Il y a des réglages là ici. Alors sur les Revox,
C'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus empirique. C'est juste une lame ici, comme ça, qu'on tord plus ou moins. Là, sur celui-là, on choisit les trous et puis on règle ici aussi pour que tout aille bien. Voilà, donc ça, ce sont les freins. Les freins doivent être, comme je vous ai dit, équilibrés. Ici, on a le condensateur de déphasage du moteur de Cabestan. Attendez, je regarde un truc en même temps, d'accord. Il a malheureusement pas de régulation électronique, mais bon, ça marche, hein, de toute façon, faut pas... Alors la petite courroie que j'ai mise, voilà, c'est une petite courroie, normalement, elle est de la bonne longueur, mais elle doit être plus large. Mais bon, j'avais pas, et puis le temps de l'avoir, je préfère, vous voyez, là il est ici, je sais pas si vous... Ah bah non, vous voyez pas. Là, vous voyez la courroie ici, là. Là. Hop. Là. Fais-moi le point, toi. Voilà. Vous voyez, quand je tourne le moteur de Cabestan. Alors, sur les modèles qui suivent ce modèle-là, c'est-à-dire les 50-50, mais B2 et B3, c'est un moteur en traitement direct. Il n'y a plus de courroie et le moteur n'est pas déporté. Il est directement dessus et il a une régulation. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc il faut que je règle ce problème d'avance rapide qui est plus faible que le rewind. Bon. Eh bien, j'ai fait une chose que je déteste faire. J'ai prévenu le propriétaire de l'Otari que j'allais pas plus loin. Je vais pas le dépanner. C'est très rare, j'aime pas, je déteste faire ça, mais là, on s'engage trop loin. Alors, je vous explique. Quand on dépanne des vieilles machines comme ça, il faut savoir s'arrêter au bout d'un moment. Je dépanne pour quelqu'un qui va l'utiliser professionnellement. Je ne peux pas me permettre de lui rendre une machine dont je ne serais pas sûr. Et dans le cas de cet Otari, je ne serais pas sûr du tout. Je ne peux pas garantir qu'il ne retombe pas en panne dans les 15 jours. Alors je vous explique pourquoi. Parce que le problème des moteurs, c'était une chose. J'ai remarqué que même en ayant changé les condensateurs de déphasage, les moteurs restent quand même assez faibles. Attendez, je mets les mains dedans, mais il est débranché. Oui, il est débranché. Assez faibles sur les vieilles bandes. Les vieilles bandes collent un peu. Elles ont tendance à être plus difficiles. Elles sont plus... surtout les vieilles bandes qu'il m'a données, elles collent vraiment beaucoup. Et il a du mal. Normalement, il ne devrait pas avoir de mal. Donc ces moteurs-là, ils sont pas en mauvais état, mais on sent qu'ils ont des heures de vol. Alors j'ai regardé. Alors je vous montre un peu le système. Ça c'est le système de frein avec un électroaimant. Quand j'appuie dessus, je vais vous mettre plus près. Quand j'appuie dessus, on relâche le frein qui est ici. Les moteurs tournent. Vous voyez, ils sont libres. On ne peut pas dire qu'il y ait de la vieille graisse qui bloque quelque chose. Celui-là, c'est pareil aussi. Peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. Bref. Déjà, sur les moteurs, je ne suis pas à 100% satisfait. Alors, il peut y avoir aussi... Ces moteurs-là sont directs sur le secteur. Hein, donc, ils sont simplement commutés par des relais. Ici, ici... et ici. Ces relais permettent d'avoir les fonctions d'enclenchement des moteurs et puis aussi une
petite logique analogique, on va dire, entre guillemets, hein, c'est pas de la programmation, c'est pas un microcontrôleur, qui permet de passer de play en rewind et en fast forward sans passer par stop, ce qui est plutôt bien. Donc il faudrait déjà que je regarde. Alors, au niveau de la puissance des moteurs, ça n'a rien à voir, hein, puisque c'est simplement la logique de commande. Par contre, les tensions des moteurs passent par ces relais-là. Il pourrait y avoir des pertes de tension sur ces relais. Il faudrait que j'ouvre ces relais, que je les nettoie, que je regarde si c'est efficace, si c'est pas efficace, il faut changer les relais, il faut trouver les mêmes, etc. Déjà c'est bon. Il y a des condensateurs à changer, j'ai mesuré les condensateurs là-dedans, il y en a à peu près 1 sur 3 qui a pu sa valeur. Donc ça c'est une chose. Ça c'est le circuit imprimé de ce qu'on appelle le transport, hein, qui gère tout le transport, y compris d'ailleurs le moteur de Cabestan. Le moteur de Cabestan, lui, a l'air de tourner correctement, mais alors j'ai eu l'impression que j'avais que j'avais beaucoup de pleurage. Mais je ne peux pas l'affirmer complètement puisque j'ai pas encore reçu la bonne courroie. J'ai une toute petite courroie. Normalement, là j'ai une courroie qui fait 2 mm de large à tout casser. Normalement c'est une courroie qui fait 5 mm. Hein. Donc bon, là je peux pas dire si le moteur est fatigué ou si c'est à cause de la courroie. En tout cas j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même pas mal de pleurage. Ça fait un doute en plus. Alors après, je l'avais testé en play. En play, il fonctionnait très bien. Sauf que je le reteste évidemment en play parce que je voulais tester le record, que je n'avais pas encore testé. Et là, c'est le drame. Il y a une voix qui ne marche plus du tout, d'un seul coup. Bon, elle ne marche plus du tout, ou elle marche, mais en montant et en descendant comme ça, ce qui veut dire que on a des problèmes de condensateur qui supportent pas de tourner. Alors, il faut que je vous montre un truc, c'est que les plaques de l'électronique pour l'enregistrement et la lecture, c'est une plaque qui est au fond. Bon, ça pose pas de problème, hein. Seulement, vous allez voir. Là, voilà. C'est assez accessible, hein. J'ai regardé... Alors, je vais vous montrer. Le nombre de chimiques qu'il y a là-dedans, de condensateurs chimiques. Là, les chimiques, c'est tous les petits trucs violets, là. Il y en a absolument partout. Partout, là. Vous voyez, le nombre de chimiques qu'il y a, c'est tous les trucs gris, comme cela, ou violets, comme tout ça, là. Tout ça ici, là. Alors tout ça c'est très sale. En plus il y a des petites résistances réglables. Est-ce que je vais pouvoir vous les montrer facilement? Tiens, ici vous allez peut-être pouvoir les voir plus facilement. Ouais, ça va là. Vous voyez ces petites résistances réglables là. Bah, évidemment, vous imaginez bien, elles sont pas fermées, hein, elles ont pris la poussière et tout. Donc à mon avis, dedans, il doit y en avoir pas mal qui sont oxydés. Parce que quand je tape sur les cartes, j'ai des crachotements partout. Là, ici, il y a des relais de commutation audio. Pareil, ça crache. Donc déjà, au niveau du playback, j'ai une voix qui a disparu. Et, manque de chance, je teste le record et là, rien. Aucune voix ne marche. Les deux voix ne fonctionnent plus. Avec en plus un truc qui me plaît pas du tout, c'est-à-dire un accrochage à haute fréquence, un sifflement extrêmement bizarre. Donc ça sent encore les condensateurs ou les résistances ou les relais. Voilà, bref, là après il faut chercher, mais pour fiabiliser cette machine, je serai obligé de changer un condensateur sur 3, et vous avez vu, il y en a quand même un paquet. Sachant que les moteurs sont pas en grande forme et que les têtes sont quand même pas mal usées. Même si elles sont encore bonnes, elles fonctionnent encore, elles sont pas mal usées.
Bilan des courses, des heures et des heures de travail, hein, parce qu'il faut aller bidouiller là-dedans, tout démonter. Enfin, en fait, il faut tout démonter, tout vérifier. Rajouter à ça toutes les lampes de témoins, de record, etc. sont mortes, donc il faut changer les lampes témoins. Un vumètre décode, c'est-à-dire que quand il va à fond, il reste bloqué. Obligé de taper dessus pour le débloquer. Ça va donner une machine qui est... Et en faisant tout ça et en essayant de... Admettons que je répare, de toute façon, tout est réparable. Hein. Je peux réparer le record, je peux réparer exactement, me polariser uniquement sur une réparation. Il remarchera, il n'y a pas de problème, il remarchera. Mais est-ce qu'il ne retombera pas en panne dans 15 jours? Ça, je ne peux pas le dire. Ce qu'il faut, il faut s'engager là-dessus, c'est une restauration complète. Et là, c'est une autre limonade. Hein. Moi, je trouve qu'une réparation, ce n'est pas une situation d'avenir pour cette bécane. Si on veut vraiment bien faire les choses, il faut revoir les moteurs, alors peut-être les démonter, voir ce qui se passe. Il faut revoir toute l'électronique. Il faut changer... alors, le galet presseur a quand même... Cette machine a énormément tourné. Le galet presseur est usé. Un galet presseur, j'ai regardé chez Nagravox en Australie. Il n'y a que là où j'en ai trouvé des neufs. On en trouve, mais des occasions. Moi, je veux pas d'occasion. Je veux des neufs. 160 $, 169 $. Alors je crois que c'était des dollars australiens, donc c'est 0,67. Hein. Mais putain, ça fait cher le galet presseur hein, quand même. Les têtes, on n'en trouve pas de neuves, donc comme ça on est tranquille, on n'a que de l'occasion. L'occasion, hein, c'est la loterie, et puis elles sont vendues vachement cher. D'ailleurs, si vous avez des fournisseurs en Europe de pièces Otari, moi j'ai pas trouvé, hein, j'ai rien trouvé. Si j'ai trouvé de l'occasion, ça de l'occasion on en trouve, hein, mais de fournisseurs de pièces neuves, que dalle. Donc ça fait beaucoup pour une seule machine qui cote quand même. Alors celle-ci c'est le MX 5050 Mini Pro, surnommé Mini Pro, je sais pas pourquoi. C'est le, je vais vous le dire. C'est le 2SHT. 2SHT. Alors, si vous cherchez d'occasion un Otari, vous allez trouver beaucoup de B2, de Mark II, etc., qui sont à 1700 €. Donc là, ça vaut le coup de réparer, mais ce sont des bécanes beaucoup plus récentes. Celui-là, le 5050 2SHT, il est à 700 € maximum. J'en ai même vu à 500 €. 540, quelque chose comme ça. Enfin, il y avait un problème de tête dessus. Donc, on peut dire que cette bécane-là, on la trouve d'occasion à 700 €. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a très très peu. On trouve énormément de Mark II, Mark III, etc., mais des 50-50 comme ça. Alors, pourquoi il n'est pas cher? Ben, il n'est pas cher parce que il a pas... En plus, il y a deux modèles dans les Mini Pro. Il y a un modèle avec le moteur de cabestan en direct avec une régulation, et il y a ce modèle-là à courroie. Modèle à courroie qui est quand même au niveau des taux de pleurage, etc., moins performant qu'un modèle à moteur direct et régulation. Donc il faut prendre en compte aussi le fait que c'est un 50-50 2SHT, ok, mais en plus c'est le modèle vraiment de base, c'est-à-dire sans régulation du moteur de cabestan. 700 balles. Pour moi, ça vaut pas le coup de passer des jours à restaurer, parce qu'il faut faire une restauration. Hein. La réparation, c'est pas une situation d'avenir hein, pour ce magnéto. Ça vaut pas le coup. Donc j'ai contacté le propriétaire qui m'a proposé que je lui rachète à vil prix. Je sais pas. Franchement, j'hésite. J'en ai pas besoin. Hein, moi, j'ai un Revox que j'utilise jamais d'ailleurs. Par contre, mon petit cœur de technicien me dit que je peux pas
Je peux pas acheter une machine comme ça quand même, parce que c'est quand même une belle machine, hein, faut pas non plus exagérer. Elle est en mauvais état, certes, elle a beaucoup tourné, hein, ça se voit aux têtes, hein, les têtes. Pour avoir des têtes usées comme ça, il faut quand même que la bécane ait beaucoup tourné. Je sais qu'elle était dans un studio qu'elle servait à faire des masters à l'époque. Franchement, je peux pas. Alors, la vendre en pièces détachées, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qui coûte cher? Le transfo est bon, ça ok, mais après c'est les moteurs. Les moteurs, hein, on en a déjà parlé. Sinon, tout le reste, ça vaut rien, hein. Une plaque comme ça, j'ai vu qu'ils vendent des plaques d'occasion comme ça se vend 20 €, quoi, parce que de toute façon, faut les retaper entièrement. Donc, parce que c'est quand même, ça date de 76. J'ai regardé une date à l'intérieur. Les condensateurs datent de 1976, hein, donc c'est fin années 70, quoi, cette bécane-là, même milieu années 70. Donc bon. Donc je laisse tomber. Moi, je sais pas quoi faire. Ça m'embête de la laisser pourrir, donc rien en faire, quoi, parce que ça m'embête. Je vais peut-être, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que ça vaut le coup de réparer ça ou pas? Moi, aidez-moi à prendre une décision. Moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à me dire cette bécane-là, elle est bonne pour la casse. Et puis d'un autre côté, je me dis, ça m'emmerde quand même. Voilà. Je sais pas. En tout cas, portez-vous bien, les amis, et à la prochaine.